avec Jérémy, j'étais en train de prendre de ses nouvelles, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas papoté via Papapreneur. Et il est allé voir le ciné-concert de Camelot. Et tu viens de me dire que tu avais un autographe d'Alexandre Astier, je suis terriblement jaloux. J'ai envie de Ouais, savoir j'en ai un. l'histoire. J'en ai un en plus, l'histoire est vraiment merveilleuse et s'inscrit parfaitement dans Papapreneur. Ah, En cool. fait, cette histoire dis-moi? Non, non, je dis cool. OK. Super. C'est laquelle? C'est le fait qu'Aurélie était enceinte de Nathan, donc ça remonte maintenant à Ok. 5 ans en arrière et on est fan avec Aurélie de Kaamelott. Je lui ai fait Hmm. découvrir au début de notre relation, on a vraiment enchaîné tous les épisodes partout. On a fait ça à Budapest, en France, en Italie. On a vraiment fait toutes les saisons, on a adoré et entre-temps, j'ai acheté aussi les livres, j'ai toutes les bandes dessinées, j'ai tout, vraiment, j'ai tout de A à Z et on a vu qu'il passait justement à Lyon dans le cadre de la promotion de son coffret collector justement qui reprend l'ensemble des saisons, Ok. sous forme de série et avec Aurélie, on s'est dit: «Cool, on va y aller». On veut le voir, on veut un autographe. Autant je déteste les autographes, mais autant Alexandre Astier pour moi c'est le top du panier. Hmm. On y va, il y avait je crois 5 heures de queue. Dans Lyon, hein. C'est-à-dire Putain, que tu la avais vache. 5 heures de queue dans Lyon, tu avais une queue immense et cetera. Aurélie était enceinte, elle devait être à potentiellement 7 mois je crois de mémoire et je te passe un peu tous les détails et cetera. Au début on attend, c'est un peu long et d'un coup tu as un vigile qui vient vers nous, il fait: «OK, madame enceinte, elle peut y aller toute seule s'il faut. Elle peut gruger tout le monde». Et du coup ça le laissait moi de côté, tu vois? Chose que je ne voulais pas spécialement. Et au final, j'ai suivi Aurélie avec le mec. On a réussi à rentrer à 2, à gruger 5 heures de foule, littéralement, à passer par, un escalier dérobé, par un ascenseur dérobé, gruger tout le monde et arriver devant Alexandre Astier pour demander un autographe. Sachant que Fabuleux. techniquement parlant, le mec nous a dit au départ: «À partir de là, c'est impossible que vous le voyiez, quoi. Il y a beaucoup trop de monde, c'est impossible, on finirait à minuit, c'est impossible». Hmm. Et au final, on a pu le voir. Donc très beau souvenir, Comme quoi, les très, très beau enfants. souvenir. Comme quoi les enfants, ça aide aussi quand ils sont dans le ventre. Parfois plus que lorsqu'ils sont en dehors du ventre. Ouais. Mais voilà pour la Ah, c'est petite cool ça. anecdote, d'Alexandre Astier. Trop bien. Trop bien, trop bien. Oui, donc on Écoute, reprend Papapreneur avec Quentin, ouais, comme il l'a dit. Alors non pas qu'on n'a pas échangé lui et moi, on échange encore une fois quotidiennement. On s'est revus d'ailleurs physiquement, récemment au festival de David, ouais, qui Festival fut Limitless. invité du podcast. Premier invité d'ailleurs David. Ouais, c'est ça. On a pu se revoir, on a pu échanger, parler un peu des perspectives, des projets pour Papapreneur, pas mal de choses se dessinent. Alors déjà, si vous me voyez en vidéo, désolé pour le suite qui est immonde, c'est mon site de Krav Maga, mais je sors du sport. Et là, on est bien reparti avec Quentin, bien motivé pour proposer du contenu à nouveau jusqu'à la fin de l'année, pour enfin lancer le compte Instagram dont on parle depuis des mois, Hmm. et pour aussi lancer les premières formations Papapreneur. À savoir des vraies Yes. formations qui parlent aux personnes qui connaissent ce qu'est la parentalité. Et ça m'a fait rire parce que durant le festival de David, on a croisé Julien, Ouais, un Julien ami à moi du Gognard, ouais. site Organisologie. On échange depuis 2 ans avec Julien, pareil, de façon hebdomadaire. Et là, il m'a dit littéralement, lors du festival: «C'est bon, je peux enfin parler de productivité parce que je suis papa». Je lui dis: «Ouais, Hmm. complètement, maintenant tu peux en parler. Tu connais la réalité de l'entrepreneuriat et du côté parental, quoi». C'est ça. Et il a aussi dit, je le cite, je suis éligible pour Papapreneur depuis 6 mois. C'est vrai qu'il l'a dit, donc il faut que je le relance, Julien. Ouais, Je carrément. lui en parlerai. Mais oui, C'est- effectivement, c'est vrai qu'il y a vraiment un gap énorme entre être productif sans enfants et avec des enfants. On va pas refaire le discours parce qu'on en parle très souvent, mais c'est fou à quel point, je pense, les entrepreneurs notamment, sous-estiment l'impact de la parentalité dans l'organisation. mais complètement. Et alors, tu vois, alors à la fois sous-estime et à la fois pas tant que ça. Je pense qu'ils ont plus peur, donc ils sous-estiment volontairement. Parce que j'ai Mmh. parlé avec deux, trois entrepreneurs, tu vois, qui avaient au festival. Et j'ai pu en parler avec Slim, je sais plus avec qui j'en ai parlé non plus, qui en fait, nous, n'ont pas d'enfants. J'en ai parlé avec Pierre Dufresne. On allait faire une petite randonnée avant ma conférence, là. Et tu vois, c'est pas qu'ils ont pas conscience de l'impact, mais je pense que tu balayes sous le tapis en disant je veux pas trop me confronter à ça tant que c'est pas la réalité, mais les deux m'ont posé la même question. C'est vrai que ça change complètement la vie en termes de business, en termes d'organisation. Et je trouve génial que quelqu'un comme Julien Guegnat, justement, dont le business tourne autour de l'organisation de la productivité, dise ouais, tout a changé. Mmh. Absolument tout. Complètement. Et ça, c'est super intéressant. D'ailleurs, ça me fait penser, dans la dernière discussion que toi et moi on a eue sur le podcast, c'est le fait que tu me parles d'Aurélie, de enceinte, et moi que Apolline, d'ici quelques semaines, va accoucher. Ça me fait penser à la pente hormonale, la chute hormonale qui est après l'accouchement. Donc ça me fait penser aux hormones, et ça me fait penser que tu voulais qu'on parle de testostérone à un moment. Et je pense que c'est
assez intéressant parce que pareil, c'est un sujet qui est revenu deux trois fois le week-end dernier lors du festival, Mmh. où on parlait entre mecs et tout, on parlait de l'importance des testostérones et c'est peut-être le bon moment pour en Ouais, parler. avec Je sais pas plaisir. ce que t'en penses? Si, complètement. On peut en parler. En fait, il y a, je vais prendre la main par rapport à ce sujet-là que j'ai pas mal étudié ces dernières semaines Ouais, complètement. et tu compléteras bien évidemment parce que tu as des connaissances également dans ce domaine-là. Mais déjà de base, on va déjà dépeindre un tableau assez noir malheureusement, le taux de testostérone est en déclin total. Ça, c'est la première chose. Premier axiome, on va dire. Chez les hommes. Mmh. Chez les hommes. Chez les femmes aussi, hein, parce que les femmes ont de Mmh. la testo aussi. Ouais, bien Donc sûr. les femmes en ont aussi, du coup, il faut les 2, hein. Les hommes ont des oestrogènes, pardon, et de la Mmh. testo et les femmes, c'est pareil, mais dans des proportions qui sont du coup inversées. Et donc le premier axiome, effectivement, c'est qu'il y a un déclin. On expliquera justement après le pourquoi du comment ce déclin et comment éventuellement éviter de subir ce déclin-là. Parce que souvent, on apparente la testostérone à simplement la prise de masse musculaire. OK, c'est une de ses fonctions. Penser que la testo, ce n'est que ça, c'est mal comprendre le vivant. En fait, dans le vivant, tu jamais une hormone fait un truc. Tu Mmh. jamais un organe fait un truc. Et là, je vais reprendre, une phrase de mon ami Pierre Chart qui, dans une conférence, a dit: «Le foie n'existe pas». Tu te dis: «OK, mais qu'est-ce qu'il veut dire le mec? Le foie, ça existe. Je Mmh. vois à quoi ça ressemble, j'en ai dans le ventre, je sais à quoi ça sert». En fait, il veut dire simplement que le foie retiré du corps humain ne sert à rien. En tant que tel, le foie n'existe pas. Il n'a pas de fonction à lui seul. C'est Mmh. l'interconnexion du foie avec les autres organes qui donne naissance au foie. Mmh. Donc aujourd'hui, il faut considérer réellement, c'est un aparté que je fais, non pas l'individu comme une somme d'organes, pardon, mais vraiment comme un ensemble et comme un tout. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est super important et c'est vrai que c'est un axiome qu'on n'a pas aujourd'hui. C'est un mode de pensée qui n comment dire? Ce mode de pensée de compartimenter l'être humain nous vient directement de René Descartes qui a, comment dire? Théorisé le concept de l'animal machine, en fait. Ouais, c'est ça. Comme quoi l'homme est comme une machine, là ça fait écho au Canard de Vaucanson, où en fait chaque organe, chaque élément a une fonction bien précise. Et cette fonction au final, elle est vraiment attribuée à l'organe ou l'élément en question, indépendamment des autres éléments. Sauf qu'on se rend compte que c'est pas le cas du tout. Et quand on creuse après, là j'élargis vraiment d'un coup, on en parlera plus tard si jamais ça peut intéresser le public, le sujet de la physique quantique, notamment au niveau de l'intrication, donc tout ce qui est équation de Paul Dirac, on se rend compte au final que tout est lié. L'intrication, qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'une molécule, si elle a été suffisamment exposée à une autre molécule, on peut les séparer et les mettre à l'autre bout de l'univers l'une de l'autre. Dès que une ressent quelque chose, entre guillemets, l'autre la ressent instantanément. C'est pas Mmh. qu'elle la ressent rapidement, ni très rapidement, c'est instantanément. Mmh. Ce qui veut dire littéralement d'ailleurs que le concept de vitesse de la lumière, on peut le dépasser. Ce n'est pas une loi immuable. On a pensé pendant très longtemps qu'elle l'était. Einstein a fait des pieds et des mains pour ne pas voir réellement la réalité de la mécanique quantique. Mais aujourd'hui, effectivement, tout est lié. Et beaucoup, d'ailleurs, de philosophes et même de scientifiques se posent la question de savoir si on peut réellement mesurer autre chose que l'univers. Parce que tout serait lié. Bref, c'est un très vaste sujet. Mais tout ça pour dire, originellement, parce que là, j'ai pas mal digressé, comme quoi, effectivement, le niveau de testo baisse de plus en plus. Mmh. Et donc la testostérone, effectivement, c'est ça qui m'a amené à la physique quantique, n'est pas uniquement une molécule liée à la prise de masse musculaire. Elle gère l'hormone, n'importe quoi. Elle gère la motivation, elle gère l'ambition, elle gère la santé, la densité osseuse. Vraiment, c'est une hormone qui est capitale aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on perd la testostérone? Simplement parce que nos modes de vie ne favorisent plus sa production. Mmh. Notamment, il y a 4 éléments que j'ai, comment dire, qui selon moi sont capitaux par rapport à ça. Premier élément, c'est un manque d'exposition à la lumière naturelle. OK. En fait, c'est vrai que ça peut paraître paradoxal, en quoi s'exposer au soleil, notamment le matin, je dirais pourquoi le matin précisément, a un lien avec la testo et surtout a un lien avec la chute de la testo. Parce qu'en fait, à nouveau sur cette notion de lien, etc., souvent on pense que la peau c'est une barrière. La peau c'est pas une barrière, c'est une surface d'échange. Mmh, c'est un La... organe, ouais. De Ouais, plus c'est en un plus, organe en elle est tant que tel, considérée comme un la organe à peau est part entière, ouais. poreuse. La peau est poreuse, la peau ce n'est pas une barrière encore une fois, c'est pas ce qui sépare nous de l'extérieur, c'est ce qui nous relie à l'extérieur. Et ce qui relie également l'extérieur à nous. Pourquoi je dis ça? Parce que simplement les rayons du soleil permettent deux choses quand on parle de testostérone. Première chose, de synchroniser l'horloge biologique. C'est la chose la plus importante, vraiment. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans notre corps, on a un maître horloger qui est dans notre cerveau, au niveau de l'hypothalamus, c'est le noyau suprachiasmatique pour être précis, qui vient réguler directement toutes les fonctions du corps humain. Réguler en termes d'efficacité et en termes de tempo également. Et une des fonctions du corps humain, c'est la production endocrine, donc la production d'hormones. La testostérone est une hormone. Donc si de base, on n'est pas capable de dire au corps humain, au grand horloger, comme je l'ai dit précédemment, qu'il faut sécréter de la testo à telle heure et non pas à telle heure, en telle quantité et non pas en telle quantité grâce à l'information qu'envoie le soleil, automatiquement ça ne marchera pas.
Mmh. parce que l'input n'est pas bon. Donc l'output sera forcément mauvais aussi. Et c'est la raison pour laquelle vraiment la première mission de n'importe quelle personne le matin au réveil, ça devrait être impérativement d'aller dehors. Juste aller dehors et prendre ne serait-ce que 2 minutes pour regarder le soleil. Quand je dis regarder le soleil, ce n'est pas directement, le but c'est pas être aveugle évidemment, mais simplement c'est de s'imprégner des rayons du soleil. Regarder le ciel, l'environnement, tout ce qui nous entoure. Et ça vraiment sans lunettes, sans pare-brise, sans fenêtre. Parce que c'était démontré par les neurosciences et par les recherches scientifiques, un ciel, là je dis ça de tête, hein, un ciel matinal, du coup, une température de couleur matinale exprimée en lux également pardon, euh, était autour de 50 000 à 100 000 lux. OK. Dès qu'on passe derrière une fenêtre, derrière des lunettes ou autre, on peut chuter à 25 000. Mmh. Donc en fait, le signal, l'intensité n'est pas le même. Je dis pas que c'est pas bénéfique au travers d'une fenêtre, mais vu qu'on divise quasiment par 4 le niveau d'exposition, il faut 4 fois plus de temps. Ouais, puis dans tous les cas, la majorité aujourd'hui des vitres, que ce soit pare-brise ou vitres qu'on a sur nos doubles, triples vitrages, sont équipés de filtres. Donc Mhm. filtre à chaleur, filtre UVA, filtre UVB, filtre UVC. Complètement. Et dans tous les cas, tu perds énormément du spectre lumineux. Mm. Pas en perception visuelle, mais en termes de rayonnement. C'est clair. Et même par rapport à aussi l'autre élément intéressant par rapport à ça, vraiment c'est un podcast qui va partir un peu dans tous les sens, mais c'est un sujet tellement complexe qu'être linéaire et compliqué. L'autre élément intéressant, c'est que ce signal du soleil également va induire la production de mélatonine. Mm. La mélatonine, si on réduit son champ d'application, c'est l'hormone du sommeil. Il n'y a pas que ça, évidemment, encore une fois. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dès lors qu'on s'expose le matin à une lumière naturelle, on va induire du coup une sécrétion de ce qu'on appelle le cortisol. On va renforcer cette hormone-là. Cortisol qui est l'hormone de l'énergie, tout simplement. Donc quand on s'expose, on favorise tout simplement le système endocrinien, le corps en entier et la production d'énergie. Et comme on le sait très bien toi et moi, sans énergie, encore plus quand on est papa et entrepreneur, on ne fait rien. Et dès que ce pic de cortisol va être présent, dès qu'il va être lancé, une minuterie va se mettre en place. Et 12 à 14 heures après ce pic-là, c'est la mélatonine qui va venir, comment dire, s'initier dans le corps humain, qui va être Mm. produite, qui va être sécrétée. Donc, ce qui veut dire que le sommeil se prépare dès le réveil. Pourquoi j'ai fait cette digression-là? Parce que beaucoup de papas ou mamans se plaignent que leur enfant se couche tard, s'endorme tard. Mettez-les devant le soleil dès le matin, ils se coucheront plus tôt. Parce que naturellement, le pic de somnolence et le besoin de sommeil sera davantage présent que s'ils passent leur matinée chez vous, dans la voiture, dans la classe. Et si la Mm. première fois qu'ils voient le soleil réellement, c'est à la récréation à 10 heures. Est-ce qu'il décale tout? Parce qu'il décale tout. En fait, C'est l'intensité de la intéressant. production de cortisol sera bien moindre. Donc il Mm. y a beaucoup moins de bénéfices. Donc premier élément effectivement qui explique le déclin du cortisol, c'est le manque d'exposition à la lumière naturelle qui vient perturber tout simplement l'horloge biologique qui, entre autres, comme on l'a vu précédemment, permet de donner le bon tempo et la bonne efficacité au système dit endocrinien, donc le système de production d'hormones. Ensuite, l'autre élément vraiment intéressant, c'est la respiration nasale. On en a déjà parlé, je crois, toi et moi, sur le podcast. Il me semble bien. Oui, il y a moyen. Il Il y y a a moyen moyen, parce qu'on que l'ait qu'on l'ait c'est quand évoqué. même... Alors pas de manière, je pense, On n'a pas fait un directe. épisode, je On pense, n'a pas dédié fait à un ça, épisode sur mais on a dû l'importance de la l'aborder. respiration. Et aujourd'hui, c'est un truc qui me fascine de plus en plus, surtout chez les enfants. Oui, On voit que la surtout chez. qualité de l'appareil respiratoire chez les enfants, la déformation faciale, la qualité des poumons, la Hmm, taille des poumons, enfin, on va peut-être pas rentrer là-dedans parce qu'on parle de testostérone et d'hormones, mais effectivement, on a dû en glisser un mot de son importance, mais ce serait cool qu'on en parle. Ce hmm, serait cool qu'on en parle plus amplement. complètement. En fait, il y a deux façons de respirer, je l'apprends ça à personne, par la bouche ou par le nez. Sauf qu'il n'y a qu'une seule façon de bien respirer, c'est par le nez, si je résume. Pourquoi je dis ça? Parce que la bouche, grosso modo, c'est juste un tube. C'est un tube, l'air rentre, l'air sort. Ok. Le nez, c'est beaucoup plus technique. C'est une super technologie, le nez. On se rend pas compte, hein, c'est une technologie de fou furieux qui Hmm. justement a été conservée durant l'évolution et qui a été perfectionnée durant des millions d'années. Pourquoi c'est une super technologie? Parce que déjà, le nez empêche littéralement le passage de tout ce qui est agent nocif externe. Ça peut être typiquement le pollen, ça peut être les bactéries, ça peut être les agents pathogènes. Comment il l'empêche? Avec une double barrière. Première barrière physique, les poils. Tout simplement, les poils. C'est bête, mais moi, j'ai passé 3 semaines en Égypte. Quand je mouchais noir, littéralement. Hmm. Et tant mieux, parce que c'est-à-dire que mon nez a su capter les particules de pollution qui étaient présentes dans l'air. J'aurais une respiration qui était buccale, là, je l'aurais pas vu. Mais Ouais. tout ce que mon nez a pu retenir aurait été ingéré. Donc ça aurait été non pas à l'extérieur de mon corps, mais dans mon corps. Hmm.
Donc toi, Ce ça que, paraît ce que- presque insignifiant dit comme ça, mais sauf que, au cumulé, jour après jour, ton corps, en fait, tu lui imposes des batailles à mener, donc de l'énergie à dépenser, énergie qui ne sera pas allouée à ta santé, à ta motivation, etc. Ouais, et tu vois, ce que tu dis, c'est vraiment fascinant parce que il y a 2 semaines, j'étais chez mon kiné, qui en est d'une semaine de formation. Justement, alors, on parlera pas de ce sujet, ils faisaient une formation justement sur l'école. Ok. À quel point aujourd'hui, en fait, les kinés sont en complète bataille contre l'éducation nationale par rapport à l'environnement qu'ils sont en train de créer, l'environnement néfaste qu'ils sont en train de créer dès la petite enfance sur l'évolution à l'âge adulte. Donc, Mhm. c'est-à-dire assis, très peu d'exposition au soleil, Bien sûr. une énorme concentration, une énorme exposition à la concentration de CO2, vu que tu es Mhm. enfermé dans les classes, très peu d'exposition au soleil, peu de sport, 1 à 2 heures de PS par semaine, mais c'est stupide. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y avait un médecin, chercheur, qui faisait la formation, et, euh, et mon kiné m'a dit un truc, j'ai vérifié, j'ai pas trouvé le chiffre exact, mais j'ai trouvé 2 3 études qui corroborent ce qu'il me disait. Apparemment, ça revient justement sur ce que tu disais au début avec Foy et Pierre Richard. Le foie, les 50 dernières années, aurait augmenté de 50% en volume. Ah ouais? J'ai pas regardé. Et sur le coup, quand il m'a dit ça, Possible. je me suis dit, putain, j'avais jamais vu. J'avais jamais été exposé à ce chiffre, à cette donnée. J'ai regardé, effectivement, je suis pas tombé sur 50%, mais je suis tombé sur des choses qui corroborent, taille du foie qui augmente et tout. Et ce qui était hyper intéressant, c'est comme tu dis, c'est lié avec en fait ce que tu dis, c'est pour ça que je fais l'intermède, mais la taille du foie augmente. Le foie, il est placé où? Il est placé sous les poumons. Mm. Donc ça donne une puissance pulmonaire plus basse. Et aussi le foie, c'est quoi? Le foie, c'est ce que tu dis, ça filtre tout ce qui est avalé par la bouche, ce que le nez n'arrive pas à filtrer. Mais aujourd'hui, vu que apparemment certaines stats montrent 80 à 85% de personnes qui respirent par la bouche la majeure partie du temps, tous ces polluants, ces polluants externes liés au mauvais environnement rentrent en nous. Ce qui fait grossir le foie, ce qui fait travailler, ce qui fait dépenser de l'énergie supplémentaire de manière stupide. Aujourd'hui, tu vois, je te rends la parole après parce que tu feras le Non, lien mais avec la vas-y, vas-y. testostérone, mais l'environnement dans lequel on évolue est la cause de 80% de nos soucis. Oui. Environnement, quand Quentin parle d'environnement, c'est à la fois physique, mais aussi relationnel. Tout, Je tout. précise. Émotionnel, relationnel, à Mm. l'intérieur, dans nos têtes, absolument partout. Effectivement, la pollution, les intrants, tout ce qu'on mange. euh, Tu vois, c'est marrant, je fais un petit coucou à Julien Lepage de Purple Kitchen parce que, Qui est passé aussi, du coup, sur le podcast. ouais, et je lui fais un coucou parce que je décortique les étiquettes de tous mes produits, systématiquement. Mais la semaine dernière, lors de sa conf, il a parlé de la moutarde. Et je suis pas un Mm. très gros consommateur de moutarde. Tu vois, je dois en passer peut-être un pot par an. Ou j'ai un pot normal, et par contre, la moutarde à l'ancienne, j'en passe un peu plus. Mais de la moutarde traditionnelle, j'en passe très peu. Donc en fait, mécaniquement, je sais pas pourquoi. Bah si, parce que mécaniquement, comme je viens de le dire, je prends un pot Amora. Et ben, je suis rentré du séminaire, je regarde le pot Amora, il y avait plein de trucs dedans, en plus de la Mm. moutarde. Et comme il disait, mais de la moutarde, c'est censé être que de la moutarde. Et donc le premier truc que j'ai fait, c'est j'ai dégagé ma moutarde Amora, je suis allé prendre une bio, qui est, c'est dingue, moins chère que la Amora, mais où dedans, il y a de l'eau, de l'huile de colza, enfin un peu de vinaigre, et de la moutarde, c'est tout, point barre, rien d'autre. Et tous ces trucs qu'on mange, avec des additifs, tout ça modifie l'environnement dans lequel on évolue, l'environnement corporel, notre microbiote, ce qui impacte tout, et donc aussi la sécrétion d'hormones. Mhm. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant et ça fait écho aussi à un autre pilier, du coup, et on bouclera après sur justement la respiration nasale, qui est l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Ouais, En fait, pour les personnes qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien? Grosso modo, c'est votre corps, c'est un super orchestre qui joue de la super musique parfaitement, symphonique parfaitement, on va dire, dans le temps. Un perturbateur endocrinien, c'est un mec, musicien fou, qui vient, qui nique toute la symphonie. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui est exposition notamment aux produits plastiques. On le sait très bien, les produits plastiques sont des perturbateurs endocriniens. Et on le sait très bien, et ça risque de choquer pour les personnes qui ne connaissent pas cette étude-là, comme quoi on consomme en moyenne, je dis bien en moyenne, hein. Donc il y a des personnes qui sont largement plus, d'autres largement moins. Il y a beaucoup plus, je pense, de plus que de moins. L'équivalent d'une carte de crédit tous les 15 jours, je crois, en termes de plastique. ah, c'est fou. 5 grammes. Mm. C'est monstrueux. C'est Ouais, vraiment monstrueux. Tous les 15 jours, vous avalez tout simplement une carte de crédit. ouais.
Et ça a des conséquences dans le corps humain. Mais il y a pas que ça, il y a encore les ondes aussi. Les ondes, c'est un vrai sujet. Les ondes des box Wi-Fi, les ondes également des antennes. La 5G, c'est pas une notion de complotiste ou pas, mais simplement le cerveau humain fonctionne par des fréquences, Mmh. par Et des comme tu le impulsions parlais, électriques et chimiques. ceci n'est pas une barrière, c'est un Oui, lien avec bien notre sûr. environnement. Donc effectivement, il y a ce qu'on ingère là, mais tout ce qu'on ingère aussi avec notre Mmh. peau. Les crèmes, Les crèmes, tout ça. les crèmes, Les c'est un ch vrai sujet. les shampoings, les gels douche, les parfums, C'est les marrant parce que parfums cheap, tout ça. tu parlais de Slim et déodorants, et cetera. Toi, moi, typiquement, pour les déodorants, je prends la marque Respire de Justine Houtot, qui est une Mmh. super marque. Et Justine Houtot, comment elle a créé Respire? C'est une marque française que je ne peux que vous inviter à tester. Simplement, après un cancer des seins qu'elle a eu autour de la vingtaine. Mmh. Comment est-ce qu'on peut avoir un cancer des seins à partir de 20 ans? Eh bien, notamment à cause des déodorants, parce qu'ils Mmh. sont pleins de sel d'aluminium et autres saloperies. Mince. Oui, tu parlais de Slim aussi Ouais, précédemment par rapport aux crèmes, j'ai fait un aparté. Mais lui, la crème qu'il se met, c'est de l'huile de coco. ouais. C'est ce que je fais maintenant. Moi, je mets de l'huile d'amande, tu vois? Mais voilà, L'huile d'amande bio systématiquement, ça coûte moins cher, c'est naturel. complètement. Le Donc, but de la crème, il faut pas oublier que c'est de créer une pellicule. Les gens pensent qu'en fait, ils s'hydratent, que mmh, la crème qu'ils posent sur leur corps est là pour hydrater leur c'est peau. l'inverse. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Le but Mmh, de la crème, le but de l'huile, le but de tout ce que tu te fous, un film plastique et compagnie, c'est juste de garder l'humidité de ton corps. mmh, Donc en fait, tu mets un filtre lipidique, un filtre huileux. Moi, j'utilise la crème d'amande, bah, tu vois, depuis la grossesse d'Apolline. En mmh. fait, elle en mettait sur son ventre pour éviter les vergetures. Et on en avait acheté un gros bidon. Et je m'étais dit, mais ça sert à quoi de mettre toutes ces crèmes qui sentent bon, qui en plus, moi, me font transpirer, je me sentais pas bien avec et tout. J'ai commencé à en mettre. Pas besoin. Tu sors de la douche, tu as le visage encore un peu humide, 2 gouttes, tu prends rien du tout, tu te le mets sur le visage, c'est parfait. Et là, tu sais que c'est bio, tu sais qu'il n'y a rien, tu sais que ça vient de la nature. Mmh. Après, il y a les complotistes qui diront oui, mais le transport, machin, tout ça. Oui, ok. C'est moins pire d'acheter un bidon d'un litre d'huile d'amande ou d'huile de coco et compagnie que d'acheter une crème. On va pas spoiler les marques et compagnie, mais toutes celles qui sont Toutes. pleines de plastique, qui ont fait les 3 quarts de la planète, traversé 3 quarts de la planète pour finir sur notre visage, quoi. Mais par contre, remarque bête, déjà ce que dit Quentin est très juste, mais remarque bête, l'huile de coco, l'huile d'argan, et cetera, prenez ça dans des contenants qui sont en verre Ouais, et bah non pas oui. en plastique, sinon le problème se retrouve parce que le plastique contient à Mmh, nouveau des perturbateurs endocriniens et les corps gras ont la capacité de capter ces éléments-là et de les mmh, maintenir en eux, donc évitez. Pareil, les poils aussi, le téflon. Le téflon, ouais, c'est de la saloperie. Le téflon, le corps humain ne peut pas le gérer. mmh, Ce qui veut dire que dès lors que l'on se fait un œuf au plat dans une poêle qui est miraculeuse parce qu'elle n'adhère pas, on fait le choix conscient, bah du coup inconscient maintenant conscient parce que vous nous avez écouté, de mettre dans notre corps une molécule que le corps ne peut pas traiter. C'est incroyable. Et c'est incroyable ouais. surtout qu'on vende ça. C'est comme aussi les AirPods. Les AirPods, moi, je ne comprends pas. Je crois que tu en avais à une époque. Bah, Je- j'en ai et franchement, le pire investissement de ma vie, ils m'ont lâché au bout d'1 an et demi. Et puis je comprends pas comment est-ce qu'on peut en fait vendre ça. Les ondes, encore une fois. Mmh, Pareil, tu vois, on a parlé ensemble, il me semble, lorsque ça a été annoncé, le casque de réalité virtuelle d'Apple. ouais, Techniquement parlant, c'est un truc de fou furieux. Et te dire effectivement, en tant qu'entrepreneur, tu as un casque devant toi, tu as 10 écrans, tu bosses comme tu veux, c'est dingue. Mais pensez aux ondes qu'il y a derrière. mmh, Et là, en fait, c'est juste dans le cerveau, en fait. Là. Littéralement, c'est projeté au niveau du cerveau. Et pendant des heures et des heures, on va avoir ce casque-là sur soi. Mais les conséquences vont être terribles, encore une fois. J'arrive pas à comprendre comment on peut pas se projeter à ce moment-là, de comprendre, ok, la logique des choses. Ton cerveau fonctionne par des ondes, t'as des ondes autour, c'est pas très bon, quoi. ouais, Ça ouais. peut créer des petits dissensus. Tu vois, c'est marrant, j'ai un super bon ami qui est des îles Féroé, On va dire ça. donc un Ouais. des endroits les plus sauvages du monde. Et, hem et c'est quoi? Il est parti un peu voyager un peu partout dans le monde, Thaïlande, machin, tout ça, puis en fait, il a posé ses valises il y a 3 ans à Barcelone. Il y est resté 1 an, parfaite santé, tout ça. Au bout d'1 an, il avait des migraines, il avait des étourdissements, il avait des démangeaisons, il avait, des migraines ophtalmiques. Il se sentait jamais bien, il était jamais énergisé, jamais motivé. Puis en fait, il a commencé à tomber dans les trucs, pour lui, au début, c'était la théorie du complot, tu vois? De se dire: «Oh mais apparemment je suis allergique aux ondes Wi-Fi», tout ça. Mmh. Il vivait dans le super centre-ville de Barcelone. Il est parti à l'anniversaire de sa mère pour ses 60 ans. Il y a eu un ouragan, enfin une grosse tempête, il a pas pu quitter le pays. Au lieu d'y rester une semaine, il est resté 3 semaines. En 3 semaines, plus Mmh. rien, terminé, basta. Il est retourné à Barcelone, il a pris ses affaires, il est retourné vivre, aux îles Féroé et depuis plus rien. Donc moi, je suis pas du tout un expert du sujet, je peux pas en parler et c'est encore des recherches balbutiantes. Mais effectivement, quand on s'intéresse à la physique quantique et compagnie, qu'on sait que tout est une onde, heu, quand tu as une onde supplémentaire qui n'est pas normale, qui rentre dans ton champ,
tu peux logiquement penser que ça va avoir un impact. Mmh. Moi, je le vois à travers l'exemple effectivement isolé de cette personne, mais on parle de plus en plus de ces allergies au Wi-Fi. De personnes qui, quand elles partent en vacances à la montagne, quand elles partent en vacances à la mer ou dans l'endroit sauvage, bizarrement vont tout de suite mieux. Et on dit c'est la baisse du stress. Ouais, peut-être, peut-être pas. Peut-être autre chose aussi. Mmh. Mais pendant très longtemps également, j'étais vraiment sceptique par rapport à ça. Ouais. Très clairement, c'est avant de comprendre vraiment les éléments et surtout, c'est grâce à ma compagne, grâce à Aurélie, avant de mesurer précisément ce qui se passait. Parce qu'il y a des Mmh. outils de mesure par rapport à ça, en fait. Vraiment, tu peux voir précisément les ondes émises par tes appareils chez toi ou encore par tes prises électriques. Mmh. Et un élément vraiment intéressant, un test à faire chez vous, c'est d'acheter un appareil pour tester les connexions à la Terre. En fait, simplement, la connexion à la Terre, c'est pas un nom donné comme ça, c'est que la prise est réellement reliée à la Terre sous la maison. Mmh. Ce qui permet de décharger notamment une partie des ions produits par tout simplement la prise en question. Et si la connexion n'est pas faite, cette partie n'est pas déchargée. Et donc, c'est vous qui vous la prenez schématiquement parlant. Donc, juste tester pour voir si vos prises sont bien connectées à la Terre. Et s'il y a besoin, faites-les connecter. Ça change littéralement tout. Ou achetez Mmh. un tapis de connexion à la Terre. Et surtout, faites ce qu'on appelle du earthing. Earthing, c'est un mot assez mignon pour dire marcher pieds nus dans la pelouse. Mmh. On est fait pour ça, littéralement. Et surtout, la pelouse, à nouveau, a cette capacité-là, tout comme la connexion à la Terre. Justement, c'est une connexion à la Terre que de marcher dans la pelouse, de décharger les ions présents en trop dans votre corps. Donc vraiment, c'est pas un truc de hippie, de gourou, de mangeur de graines. Vraiment, ça fonctionne. Et c'est Non, prouvé à ça nouveau par des tests, par des mesures. on est fait comme ça. Enfin, il faut vraiment revenir aux bases. Bien À la sûr. base, on marche pieds nus. À la base, on est des animaux. À la Mais base, la on vit marche, on devrait être dehors. davantage pieds nus. On devrait marcher davantage pieds nus aussi parce que les déformations au niveau des pieds sont terribles. Complètement. Tu vois, moi, hier, j'avais les 18 ans de mon petit cousin, il y avait mes parents, tout ça, et on rigolait du fait que nous, chez nous, on vit tout le temps pieds nus. Moi aussi. Et ma mère, elle me dit: «Mais Quentin, depuis qu'il est petit, il marche tout le temps pieds nus, il garde jamais ses chaussures, je comprends pas». Et moi, je lui disais l'inverse, je fais: «C'est moi qui comprends pas. Comment tu peux avoir envie de garder des chaussures H24? C'est Mmh. horrible. Tu bien pieds nus». «Ah mais après on a vite froid aux pieds». Bah non, quand t'es tout le temps pieds nus, t'as rarement froid aux pieds au final, parce que t'as l'habitude de marcher pieds nus. Puis au pire, après moi, l'hiver, quand il fait très froid, je mets des chaussettes, d'hiver, antidérapantes, mais c'est très rare quand vraiment il fait froid. Enfin bref, on est en train de complètement Non, digresser mais par c'est rapport à la intéressant parce que testostérone. on rejoint aussi à nouveau les enfants parce que faites marcher vos enfants pieds nus et notamment les nouveau-nés. Arrêtez de les engoncer dans des chaussures, ça ne sert à rien. Un Ouais. enfant, si on parle de réflexe archaïque et de réflexe moteur, doit passer par une trentaine d'étapes avant de marcher. Et si Mmh. les étapes en question ne sont pas intégrées, il aura des problèmes du comportement ou des problèmes de posture à l'âge adulte. Et Complètement, ouais. une des étapes en question, c'est le fait de ramper par terre et le fait de faire du quatre pattes. Mmh. Le Yupala empêche ces étapes-là. Pourquoi elles sont importantes? Parce que ça désensibilise les mains, les genoux, les coudes, les pieds. Ce qui facilite, pardon, à terme, la posture debout. Mmh. Les gens qui littéralement n'arrivent pas à marcher sur les cailloux aujourd'hui sont des handicapés. Handicapés au niveau vraiment profond. C'est qu'il y a un handicap en eux qui génère du coup un stress constant. Et du coup, l'énergie que met le corps pour pallier à ce stress, pour corriger la posture, n'est pas allouée à la cognition, à la motivation, à la santé. Parce que Mmh. la priorité du cerveau, c'est la survie. Et entre effectivement savoir résoudre un problème à 10 équations ou faire un business plan et juste pouvoir rétablir une posture qui peut mener à notre perte, eh bien l'énergie, tout simplement, elle va vers la posture et non pas vers le business plan. Mmh. Mais tu raison, on a pas mal digressé. On va finir sur le nez, après on passera sur justement une belle transition avec le gras, parce que le gras aussi est essentiel. Le gras, c'est la vie, comme dirait Caradoc. On boucle comme ça avec l'introduction sur Camelot. Magnifique. Donc le nez, si je résume, permet de faire une double barrière à la fois au niveau du coup des poils et après du mucus aussi, donc la morve, tout simplement. Donc tout ce qui passe les poils, la morve est là juste après pour le capturer. Ça ne veut pas dire que rien ne passe. Juste qu'il y a un filtre vraiment intéressant à mettre en place, que la bouche à nouveau n'offre pas. Donc au niveau du système immunitaire, c'est davantage intéressant de respirer par le nez et non pas par la bouche. Après, autre bénéfice, c'est tout simplement le fait que quand l'air passe par le nez, l'air est réchauffé. Et ça à deux titres. Déjà parce que dans le nez, il y a des sillons qu'on voit pas trop à l'œil nu, qui s'appellent les méas. Et quand l'air s'engouffre dedans, ça crée des tourbillons. Et en tourbillonnant, l'air percute les cloisons nasales, qui sont irriguées de sang. On l'a souvent vu, on se gratte le nez, on saigne. Mmh. Parce que c'est bourré de capillaires. Et le sang, je ne vous apprends rien, il a 36,8. Ou 5, je sais plus, peu importe. Mais autour de 37, un petit peu moins. 36,5, ouais, par là. Et donc, en tourbillonnant plus tapant les cloisons nasales, il se réchauffe, donc le corps peut davantage l'exploiter rapidement et efficacement. Mmh. Parce que sinon, typiquement, si on est en hiver, si on respire un air extérieur qui est à potentiellement 5 degrés, il faut qu'il soit à 37 dans le corps humain. Donc il faut le monter de 32 degrés. À nouveau, c'est l'énergie qu'on ne va pas exploiter ailleurs.
parce qu'elle sera allouée au fait de réchauffer l'air. Imaginons par le nez, j'ai pas les stats précises en tête, mais Léo pourrait le dire, Léo du coup qui est expert en Wim Hof, qu'on a vu ensemble d'ailleurs au festival et qui passe bientôt sur mon podcast. Quand on respire par le nez, typiquement, elle passe de 5 potentiellement, je sais pas, à 15. Du coup, il ne reste potentiellement plus que 12 à faire, 12 degrés. 12 Mmh. degrés, ce n'est pas, je sais plus combien j'ai dit, mais ce n'est pas 32. Mmh. Donc il y Elle a un passe de 5 vrai... à 15 comme ça, Ouais, c'est instantané quasiment. ouais, c'est vraiment, c'est super efficace, c'est instantané et c'est fait pour. Également, ça humidifie le corps humain, notamment grâce à la morve. Et aussi, autre élément super important, la respiration nasale sécrète, permet la production d'oxyde nitrique, Ouais. qui est un gaz qui est vasodilatateur. Ce qui veut dire qu'il permet une meilleure dilatation des bronches et des vacuoles, donc une meilleure respiration, donc Et une il meilleure permet aussi oxygénation. il permet aussi la destruction des microbes, des Mmh, bactéries. oui, Et quand on respire par la bouche, ça, il y a 0 oxyde nitrique. Enfin si, apparemment, on en aurait un ratio de 1 pour 5. oui, Il y aurait un peu d'oxyde nitrique dans la bouche, mais c'est multiplié par 5 dans le nez. Donc ça veut dire que tu détruis 5 fois plus de microbes, ouais. de bactéries et compagnie en respirant par le nez que par la bouche. Et surtout, tu as cette notion de vasodilatation qui est beaucoup plus importante, donc de meilleure Ouais. respiration, meilleure oxygénation. Et quand on sait que le cerveau humain consomme 20% de l'énergie, de l'air pardon, inspiré, eh bien c'est intéressant. Mmh. En fait, on offre un meilleur carburant encore, tout simplement. Après, les questions qui se posent, tu l'as très bien dit toi-même, il y a beaucoup de personnes qui respirent par la bouche. Moi, j'ai un chiffre autour de 60, tu m'as dit 80, c'est compliqué à mesurer, de toute façon, dans tous les cas. Ouais, j'ai entendu Mais 95, tu sais plus d'une jamais. personne sur deux respire par la bouche. Ça, Mmh. c'est un fait. On le voit partout, hein. Les gens qui ont constamment, effectivement, la bouche ouverte dans les transports en commun, etc., c'est un signe qu'en gros, ils respirent par la bouche. Ouais. Et un autre problème de la respiration buccale, c'est le fait qu'elle va induire une hyperventilation. Parce que naturellement, la respiration par le nez est plus profonde. Donc on aspire plus d'oxygène. Ce qui veut dire que pour avoir l'équivalent par la bouche, il faut respirer largement plus souvent. On augmente la fréquence de respiration. Sauf que la respiration, c'est un outil qui est génial pour contrôler le système nerveux. Mmh. Et le système nerveux, quand on respire tranquillement, posément, c'est le principe même de la cohérence cardiaque, on active la version dite parasympathique, donc celle du repos, du calme, vraiment qui favorise la concentration, le maintien de l'énergie, on va dire. Mais quand on respire par la bouche, donc avec une fréquence davantage élevée, on active plus le système nerveux dit sympathique, celui du stress. Pourquoi je parle de ça? Parce que déjà, ça va venir créer un stress en soi, donc un épuisement, un état également de nervosité, mais aussi une production accrue du cortisol. Et le cortisol, quand il est produit de façon chronique, il devient, entre guillemets encore une fois, l'hormone du stress. Et là, il y a un lien directement qui se fait avec la testostérone. Parce qu'en fait, le cortisol, comme la testostérone, ont besoin de cholestérol pour être produite par le corps humain. Ce qui veut dire que si on a un niveau de cortisol trop élevé, sa production vient cannibaliser les ressources de cholestérol. Et donc la testostérone n'a plus les ressources Mmh. nécessaires pour être produite. OK, c'est intéressant ça. C'est intéressant, hein? Mmh. Super intéressant. Ce qui veut dire deux choses déjà. Première chose, respirer non plus par le nez, par la bouche. Par la bouche, pardon, mais par le nez. Pour ça, deux conseils. Premier conseil, déjà analysez-vous. Chose bête, mais demandez à vos proches qui vous reprennent. Et également, mettez des gommettes chez vous, sur des lieux stratégiques, porte des WC, porte du frigo, porte d'entrée. Et dès que vous croisez une gommette en question, vous allez naturellement vous poser la question de est-ce que je respire bien par le nez, pas par la bouche. Il faut un repère visuel. Parce que réellement, c'est un engrammage neuronal qui est prêt, qui est conçu chez vous, quoi. L'engrammage, c'est respiration égale bouche. Il faut le supprimer. Pour ça, il faut des rappels constants. Et donc de la pratique délibérée et régulière. Première chose, et tu vois, on parle par la bouche, toi et moi, du coup, on a davantage soif parce que ça assèche aussi. Mmh. On l'a pas dit, mais. Donc buvez, comme dirait Julien Lepage. Ouais, complètement. Bah, tu vois, pendant que tu bois, c'est vrai que j'avais lu une étude qui était hyper intéressante, où des fois on me dit: «Mais, pourquoi est-ce que tu dis qu'il faut absolument boire, dès que tu te lèves, que c'est la première chose à faire?» Parce que mécaniquement, déjà, quand tu dors, on perd à peu près l'équivalent de 50 centilitres de flotte. Ok. Mais ça, c'est des stats, j'ai jamais vu le détail. J'ai lu plein d'études sur le sujet, comme quoi tu perds à peu près 1 millilitre d'eau dans la nuit, juste par l'échange respiratoire. Mhm. J'ai jamais vu si c'était Notamment une buccal, ouais. respiration buccale Ouais. ou nasale. Parce que quand tu regardes justement tous les livres, sur la respiration, cette idée de maintenir un bon taux d'hydratation pendant la nuit, donc que tu pas soif pendant la nuit, que tu pas besoin d'aller aux toilettes pendant la nuit, Mm. tout ça est favorisé par une respiration nasale. Donc je me dis: «Est-ce qu'en respirant par le nez, tu perds 50 centilitres?» Je sais pas. Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, vu que la majorité des personnes semblent respirer par la bouche,
Heu, on parlait de l'environnement, mais il y a aussi le fait qu'on mange de la nourriture beaucoup moins solide, donc on ait une musculature et une densité osseuse au niveau facial qui soit de moins en moins puissante, de moins en Mmh. moins stable, qui fait que les muscles du palais se baissent. Donc vu que les muscles du palais se baissent, on respire beaucoup plus, on ronfle, c'est pour ça qu'on respire par la bouche. Je pense que les stats, tu vois, sont vraiment tirés par le fait que, on perd un demi-litre d'eau pour ceux qui, principalement, respireraient par la bouche. J'ai jamais vu ce détail. Mais effectivement, boire est important, hem, ça on le sait et c'est surtout pour ça justement que je dis: «Quand tu te lèves, tu bois directement». Parce que c'est sûr que dans tous les cas, tu t'es déshydraté pendant la nuit. Potentiellement moins si tu respires par le nez. Et ce qui est marrant, c'est que tu vois, ça fait vraiment 2-3 ans que je suis à fond sur la respiration, parce que moi je respirais énormément par la bouche, du fait de grosses sinusites chroniques. Ça, j'ai un terrain depuis, des générations, puis j'habitais Grenoble qui est une ville très polluée et après le pollen. Maintenant ça va bien mieux, mais quand ça m'arrive, c'est extrêmement frustrant. Et je peux voir maintenant vraiment mon changement de comportement dès que je recommence à avoir le nez bouché. Augmentation du stress, Mmh. des nuits beaucoup moins bonnes, bien moins bonnes. Et depuis 3 ans, je dis à tout le monde ça, que la majorité des personnes respirent par la bouche. Le réflexe de tout le monde, c'est: «Ah non, non, pas moi, je respire par le nez. Moi, je respire par le nez». Et c'est marrant parce que il y a quand même pas mal de personnes qui reviennent vers moi, quelques semaines ou quelques mois plus tard, et qui me disent: que depuis que tu m'en as parlé, je fais vachement attention. Et effectivement, des fois, je me surprends à respirer par la bouche. Le truc, c'est vu que c'est inconscient, c'est un mécanisme cérébral, comme tu le disais, et que tu as tellement l'habitude de respirer par la bouche, ton cerveau, il a pas le focus là-dessus. Donc tu t'en rends pas compte quand tu respires par la bouche. Mmh. Et surtout, si tu respires par la bouche, la nuit, tu peux pas vraiment t'en rendre compte. Les principaux signes, c'est tu bois pendant la nuit, tu te réveilles avec les lèvres sèches et avec la pâteuse, simplement. Mmh. Et il y a bien une solution effectivement pour, mine de rien, pallier à ce problème la nuit, c'est ce qu'on appelle le mouth Mmh. stepping. Ouais. Le fait de ne partir pas en courant, se scotcher la bouche, Mmh. tout simplement. C'est bête, moi j'ai repris récemment, parce que c'est à nouveau, c'est compliqué de savoir si on respire ou non par la bouche la nuit. Si on le fait constamment ou de façon intermittente, si on le fait tous les jours ou également un jour sur 2, on peut pas savoir. Mmh. Et une bonne solution simplement, c'est ce qu'on appelle le mouth stepping encore une fois, c'est le fait de mettre un bout de scotch hypoallergénique sur sa bouche. C'est pas spécialement agréable au départ. Après, on s'habitue très vite. Mais la bouche étant bloquée par le scotch, on respire du coup davantage par le nez. Ce qui fait, quand on y pense, si le sommeil est bon, 8 heures d'oxyde nitrique en production. Et c'est dingue en fait, on s'offre une cure. En fait, tout le monde parle de biohacking. Ça, c'est du vrai biohacking Mmh. en fait. Ouais. C'est pas vouloir hacker la nature. La nature, elle est trop bien faite. Tu peux pas la hacker. Il n'y a pas de raccourci. Mais juste, ouais, un bout de scotch. Du coup, tu favorises les processus naturels du corps humain. Tu reviens naturellement aux besoins du corps et tu as un boost d'énergie. Mmh. Là, tu hackes ton corps de façon naturelle. C'est pas prendre 500 milligrammes de L-tyrosine tous les matins. Ça, on s'en fout, ça marche pas. Et en plus, j'ai lu récemment au niveau des neurosciences comme quoi tout ce qui est justement biohacking, pour faire l'aparté, tout ce qui est prise de substances dites exogènes, également tout ce qui est en rapport avec ChatGPT, ce qui est un lien avec ce que je vais dire, tout ce qui est en rapport avec Google, le fait d'avoir l'information rapidement ne permet pas tout simplement au cerveau de faire jouer son mécanisme de plasticité cérébrale. Mmh. Parce que ce n'est pas un comportement qui est inné. C'est pas un comportement que tu vas mettre en place toi-même, qui est conscient. Tu viens ingurgiter de la L-tyrosine en espérant qu'il y ait une conséquence. À nouveau, on l'a vu ensemble précédemment, l'être humain est tellement complexe que ça marche pas comme ça, première chose. Et ensuite, effectivement, en cherchant à avoir le bon comportement pour bien manger, pour bien dormir, pour bien être en mouvement, pour bien apprendre, être curieux, etc., là, tu viens directement stimuler ton cerveau. Il n'est pas passif, il est actif. Il n'est pas assisté, il devient autonome. Et là, ça crée la plasticité cérébrale, pardon, la capacité qu'a le cerveau humain à se remodeler en fonction des contraintes qui lui sont imposées. C'est comme ça Mmh. que le cerveau croît, pas croire, croire, mais croire vraiment en fait croître, qu'il grandit, qu'il s'améliore, qu'il se perfectionne. Et donc, à terme, si on pousse vraiment sur des années, c'est comme ça qu'on peut se préserver en grande partie des maladies dites neurodégénératives, Alzheimer et Mmh. Parkinson. Parce qu'on fait travailler son cerveau. On ne l'assiste pas au quotidien. Tu voulais rebondir, je crois. Non, mais j'ai écouté un super podcast de Rich Roll avec, j'ai mangé son un mec qui a sorti justement un super livre sur la respiration, qui est un journaliste et qui avait une très, très, très mauvaise respiration, qui pendant plus de 15 ans, heu, s'est fait aider pour améliorer sa respiration et il a sorti un excellent livre et ce qui est génial, c'est que là, il est en train d'en faire une réédition
il en parlait dans le podcast. Il disait, mais c'est fou le nombre d'études qui sont en train de venir sur le sujet et, et qui sont en train de confirmer un lien direct entre la qualité de la respiration et justement les maladies neurodégénératives type Alzheimer et Parkinson. Mmh. Où tu sais, on est en train de dire c'est l'alimentation, c'est ci, c'est ça, c'est le manque de mouvement, tout ça. Mais apparemment, il y aurait un lien de corrélation de quasiment 70 à 80% entre Parkinson, Alzheimer et la qualité de la respiration. Vrai, pas vrai, je sais pas, je suis pas chercheur. Mais j'ai trouvé l'idée suffisamment intrigante pour être citée, tu vois. Mmh. La qualité de la respiration, enfin, tu vois, moi pareil, le biohacking, c'est un mot qui me sort par les yeux parce qu'on me dit ouais, biohacking, plein de techniques spéciales, machin. Quand tu regardes 95% du biohacking, c'est comment être un être humain normal. Oui, Mais complètement. sauf qu'aujourd'hui, on est tellement loin de la normalité, de cela où on devrait être, de l'endroit où on devrait être, de comment on devrait évoluer, qu'on appelle ça biohacking, quelque chose qui n'est pas normal. Marcher pieds nus, boire de l'eau, respirer par le nez, pas se doucher avec des produits chimiques 4 fois par jour. Mmh. Des trucs logiques, voir du monde, échanger, parler, bouger. En fait, simplement, ce que dit Quentin, c'est vraiment pertinent. Il faut avoir conscience que la nature, elle a des règles et que le vivant a des règles. Hmm. Et si on ne respecte pas ces règles-là, on devient en fait endetté envers le vivant. Donc on hypothèque son corps pour faire des choses qui ne sont pas adaptées au vivant. Et toutes les dettes, il faut les rembourser un jour ou l'autre. Moi, pendant 2 ans, j'ai surconsommé du café et j'ai pas assez dormi. J'ai créé une dette envers le vivant. Au lieu Hmm. d'écouter mon corps en mode tu dois te reposer, tu dois juste être non pas sur l'extéroception, mais sur l'interoception, sur toi-même, pas sur l'extérieur, j'ai créé une dette. Le biohacking, c'est créer une dette aussi. Souvent, ces gens-là, les biohackers, utilisent des substances exogènes pour pallier un mode de vie qui n'est pas adapté au vivant. Manque de Hmm. sommeil, course contre la montre, stress surdéveloppé, voyage à travers le monde toutes les semaines, etc. Sauf que tu prends une dette. La dette, tu vas la payer un jour ou l'autre. Et malheureusement, souvent, quand on paye, c'est pas cool, quoi. Non, c'est pas Parce que cool. si on la paye rapidement, ok, ça va passer, le corps peut s'adapter. Mais si durant des années, on contracte une dette, un jour, l'huissier va arriver et il prend pas les meubles. Il prend ta vie directement. Il prend ta santé. Et entre autres, c'est la raison Ouais. pour laquelle l'espérance de vie est à 80 ans, l'espérance de vie en bonne santé est à 60. Donc Hmm. personnellement, vouloir vivre 20 années de ma vie comme un légume assisté, c'est pas ce qui me fait rêver. Non, Donc pas il y du a des tout. règles, je m'y conforme. Et aussi, c'est la raison pour laquelle je pense fortement qu'il est impossible pour l'être humain de vivre ailleurs que sur la Terre. Parce qu'on est régi par la Terre, on a évolué sur la planète Terre avec ses cycles lunaires, ses cycles solaires, son atmosphère et tout. Et je pense qu'on est avant tout terrien avant d'être humain. Je mettrai des parenthèses à ce que tu viens Vas-y. de dire en disant vivre euh, humainement. Parce qu'on sait que le corps a une capacité d'adaptation et une Mmh. résilience énorme. Alors oui, peut-être qu'on pourrait vivre sur une autre planète, mais ce serait plus une vie type survie. Oui. On ne serait pas du tout en pleine capacité de nos moyens, de toutes nos fonctions physiques, cognitives et compagnie. Mais je te rejoins, je veux juste mettre, tu vois, ces petites guillemets. On pourrait C'est important. vivre, mais Mmh. ce serait pas de la vie épanouie, pas de la vie pleine, pas au plus haut de notre potentiel. Complètement. Et tu vois, par rapport aux règles, c'est marrant, hier je regardais un match de rugby avec ma fille, avec Emilia, qui adore là en ce moment. La Coupe du Monde de rugby, Super. elle veut regarder les matchs avec moi, elle me pose 1 milliard de questions, je regarde pas trop le match au final. Mais je fais un parallèle avec ce que tu viens de dire, elle me dit papa, c'est qui le monsieur en jaune qui court partout sur le terrain et qui arrête pas de siffler et tout le monde a peur de lui. Ça me faisait rire, parce que c'est vrai que tu vois les arbitres au rugby, c'est les personnes les plus frêles qui est sur le terrain, même le demi de mêlée est plus gaulé qu'eux, et pourtant tout le monde leur obéit. Et je leur dis, mais en fait, tu vois, c'est une bonne métaphore de la vie en général. Sur un terrain de rugby, sur un terrain de foot, sur un terrain de handball, dans un sport, dans un jeu, il y a des règles. Pour jouer, il faut suivre ces règles. Pour moi, le rugby, c'est d'autant plus visuel, pour la métaphore, que quand tu ne respectes pas la règle, c'est un sport suffisamment violent pour que les conséquences du non-respect de la règle soient dangereuses. Mmh. Tu parlais de dette, tout ça. Tu respectes pas la règle, tu dépasses, tu peux vraiment blesser quelqu'un, voire le paralyser, il peut y avoir de grosses conséquences. Et je disais, l'arbitre, il est là pour faire respecter ces règles. Et des règles, en fait, il y en a partout. Il y a les règles de la nature, il y a les règles que toi tu t'imposes, il y a les règles que tu imposes aux autres, les règles sont hyper importantes. Pas dans le sens psychorigide, mais dans le sens du moment où tu te fixes tes propres règles, tes propres limites, ou quand tu veux jouer à un jeu, tu te fixes des règles, ça te permet de jouer correctement et de manière assez safe.
Parce que du moment où tu dis que les règles, c'est pas pour toi, alors en tant qu'entrepreneur, on sait que les règles, il faut les voir de manière un peu courbée parfois, mais il faut savoir jouer avec, mais il faut pas aller au-delà de ces règles parce que forcément, à un moment, tu payes les pots cassés. J'ai pris suffisamment de fois l'exemple de dire quand j'étais dans la banque, dès qu'il y avait des dirigeants d'entreprise qui cédaient à 50, 60 ans Mmh. leur boîte, une fois sur quatre, très régulièrement, on avait des mauvaises nouvelles dans les prochains mois. Un AVC, un cancer, de gros problèmes de santé en général. C'était assez régulier. Une personne qui a vécu sous cortisol et adrénaline toute sa vie, le jour où ça tombe, qu'il a plus de but dans sa vie parce qu'il sait plus quoi faire, il sait plus pourquoi il se lève le matin, le corps s'effondre. T'as Mmh. pas joué le jeu, t'as voulu dépasser les règles pendant trop longtemps, c'est l'heure de passer à la caisse. C'est pas drôle du tout, mais c'est la vie au final. Un bon indicateur par rapport à ça, si vous tombez malade à chaque fois que vous êtes en vacances, c'est qu'il y a Ouais, un problème. ouais, complètement. Quentin a placé le Ouais. bon terme d'adrénaline, en fait, simplement, c'est ce qui vient masquer les problèmes dans le corps humain. Mm. Parce que évolutivement, la sécrétion d'adrénaline se fait en cas de danger imminent. Et quand il y a un danger, si tu as une blessure, il faut pouvoir l'ignorer pour survivre. Parce que sur le moindre coup d'épée qui te transperce la peau, tu es paralysé par la peur, mort, etc. Ça marche pas. Tu es condamné. Moi, un jour, je me suis sectionné le doigt une bonne partie au sécateur en faisant les vendanges. Tu le sens pas. C'est que Mm. lorsque la tension redescend que tu le sens. Parce que le masque de l'adrénaline disparaît. Et qu'est-ce qui fait tomber le masque pour les gens dont tu as parlé? C'est simplement la fin de l'activité ou les vacances. Donc, le barrage cède et tous les problèmes arrivent d'un coup, C'est ça. littéralement. Comme quand on part en vacances, toi, on est un peu malade, etc. On se dit non, c'est bon, c'est les vacances, je suis pas malade. Dès que c'est fini, bim, pareil, ça chute. Ouais. Ou encore pire, entre guillemets, c'est presque beau d'en parler, mais les personnes âgées qui sont accrochées pour voir, par exemple, leurs petits-enfants avoir un diplôme, etc., avoir un métier ou se marier, on leur donne Mm. potentiellement encore 10 ans à vivre et ils sont morts. Des fois, ils tiennent 12, 15, 20 ans. Parce que voilà, l'adrénaline les maintient. Le corps veut rester pour voir tel événement. Mais dès Mm. que l'événement arrive en tant que tel, le mur se supprime, le barrage cède et la mort s'ensuit. Mm. Et les cas sont nombreux, hein, très nombreux. Ouais, complètement. Donc, on était sur le fait que, si je résume, au niveau de la respiration buccale, ça crée notamment une hypervigilance, notamment médiée par le système nerveux sympathique, qui vient augmenter la production, entre guillemets, de cortisol, qui vient cannibaliser directement les réserves de cholestérol, qui servent tout simplement de base à la production de la testostérone. Mm. Donc, forcément, donc déjà on respire mieux, première chose, pour éviter ce stress constant, du moins pour le limiter en quelque sorte. Et deuxième chose, on mange du cholestérol. C'est une bonne chose, le cholestérol. En fait, c'était diabolisé dans les années, je sais plus par contre, 60 peut-être, 60. par un chercheur, donc Mm. Celtis, avec l'étude des 7. C'est un mec qui a eu le coup de génie de se dire: «OK, je sens que le cholestérol, c'est un truc pourri, je sens que le gras, c'est pas bon et en plus, vu que le lobby du sucre me finance, C'est ça. ouais, c'est pas trop mal, quoi. Si je veux toucher l'argent, faut que je trouve une solution pour montrer comme quoi, scientifiquement parlant, entre Mm. guillemets, le gras, c'est mauvais». C'est vraiment là où la guerre entre le gras et le sucre a éclaté. Ouais, sauf que la guerre a été remportée physiologiquement par le gras, Horrible. mais Ouais. on va dire au niveau des mentalités, le gras, c'est encore mauvais. Alors que C'est c'est ça. la Le vie, gras, encore une c'est fois. mauvais. C'est pas le problème, c'est pas le sucre. Ouais. C'est tout l'inverse. Et en fait, Amselkis, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a pris 21 pays. Il s'est dit: «OK, je vais étudier un peu, les modes de consommation alimentaire, Mm. voir ce qui se passe et cetera, machin, machin». Et dans les 21, il y en a eu que 7 qui, au final, corroboraient avec ses prédictions et ses attentes. Donc il a dit: «Vous savez quoi les gars? Finalement, si on mettait l'étude non pas sur 21 mais sur 7». Donc il a dégagé tous les pays qui n'allaient pas dans son sens pour garder que ceux qui allaient dans son sens. Et à partir de là, il a créé des lois complètement, des règles et des normes et notamment, en fait, le gouvernement américain, le mec a quand même fait la une du Times à plusieurs reprises, s'est dit: «OK, on va se baser sur les travaux d'Anselkis qui à nouveau sont truqués, qui ont été financés, qui ont été vraiment payés par des lobbies pour établir le régime alimentaire type des Américains, à savoir 60 de carbohydrates, donc de glucides et souvent des mauvais glucides. Mm. Après les protéines, après un tout petit peu de gras. Sauf que le gras, on l'a vu précédemment, c'est bien pour le cholestérol parce que on en reparlera juste après. Donc le cholestérol est vraiment intéressant au niveau du corps humain, mais aussi le gras permet notamment la synthèse des hormones de façon générale. Donc on fait le lien indirectement et le pont avec la testostérone, mais aussi de certaines vitamines, dites liposolubles, dont la vitamine D, qui est essentielle pour le corps humain, qui joue Mm. vraiment des rôles capitaux, notamment de la régulation de l'humeur et j'en passe, et qui à nouveau se stocke dans le gras. Donc sans gras, pas de vitamine D. Et Le gras, c'est la également, vie. comment? Le gras, c'est la vie. Le gras, c'est la vie, on y revient. Toujours revenir avec la note, c'est important.
Et également, le cerveau humain, 60% du cerveau humain, c'est du gras. Ouais. Et 30% de ces 60%, c'est du cholestérol. En fait, le cholestérol, c'est très très mal compris. Souvent, on pense que c'est lui qui bouche les artères, c'est faux. Ce qui bouche les artères, c'est l'acidification du corps humain. Manger acide, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement on mange des produits qui viennent attaquer le corps. Donc, par exemple, les protéines sont acides. Ça vient déminéraliser le corps humain. À l'inverse, si on mange des légumes, on apporte du basique. Donc là, ça contrebalance. Mais si on mange que des céréales qui sont acides, comme c'est recommandé par Anxelkis, on vient créer dans le corps humain une tendance davantage acide que basique. Sauf que le corps humain ne peut pas être acide, c'est impossible, sinon il meurt. Donc ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient prendre directement les ressources en minéraux du corps humain, qui eux sont alcalins, donc basifiants, pour rééquilibrer tout simplement le pH du corps. Hmm. Et en prenant ces minéraux en question, il vient notamment prendre tout ce qui est artères. Ce qui vient fragiliser les artères. Ok. Créer des lésions dans les artères. C'est là que le cholestérol intervient. Son rôle, c'est un pansement. Il vient simplement se caler sur la lésion, Hmm. pour empêcher qu'il y ait un problème. Sauf que vu que le comportement alimentaire ne change pas, les lésions vont se poursuivre. Donc il va coller un pansement, sur un pansement, sur un pansement, sur un pansement, ce qui fait une plaque d'athérome au final, ce qui bouche Hmm. l'artère. Grosso modo, l'histoire du cholestérol, c'est l'histoire de John Coffey dans La Ligne Verte. Il est sur la scène du crime, mais c'est pas lui le tueur. Hmm. Mais tout le monde pense que c'est lui. Donc il se fait attaquer. Et sauf Ouais, que, à cause de ça, intéressant durant comme des parallèle. années, on a recommandé la consommation de statines, qui sont là pour supprimer le cholestérol, sauf qu'à nouveau, le cerveau, c'est du cholestérol. Donc vous venez directement bousiller votre cerveau avec de tels produits, avec de tels comportements. Et sauf qu'à nouveau, ça on le sait depuis des années. Mais l'information ne cascade pas dans le grand public. Ouais. Et ça, c'est terrible. Donc manger du gras, et en plus, le pire dans tout ça, c'est que le corps humain produit, je crois, 2 tiers du cholestérol. Pourquoi le corps humain irait-il produire du cholestérol si le cholestérol était mauvais pour lui? Ça n'a aucun sens. Ouais, complètement. Ouais. Donc voilà pour les principaux éléments. Et le dernier élément par rapport à la testo, super intéressant, un peu clivant, un peu presque théorie du complot. Je vais aller assez loin. On va voir si Vas-y, je tu t'en prie. valides mes propos ou pas. L'eau du robinet, faut pas en boire. C'est pas bon l'eau du robinet, les enfants. Non, mais je vais être voilà, assez clivant par rapport à ça. L'eau. L'eau, il faut en boire. On en a parlé tout à l'heure. L'hydratation est essentielle pour le corps humain, pour le cerveau, pour la santé, certes. Mais s'est-on déjà posé la question de l'eau qu'on consomme? C'est pas parce que l'eau est buvable qu'elle est bonne. Hmm. L'eau du robinet, elle est bourrée de saloperies. Vraiment bourrée de saloperies. Rien que l'odeur qu'elle dégage devrait nous alerter. Rien que le goût qu'elle a devrait nous alerter. Sauf que on a tellement pris l'habitude de ce goût-là qu'on ne le remarque plus. Pourquoi c'est bourré de saloperies? Déjà, premier élément, le chlore. L'eau est bourrée en chlore. Le chlore, ça provoque des cancers. C'est éprouvé, il y a maintes études par rapport à ça. Je crois de tête, j'ai vu une étude comme quoi les personnes qui consomment régulièrement du chlore, notamment par la consommation d'eau, ont 93% de risque en plus de développer un cancer Hmm. par rapport aux personnes qui n'en consomment pas. On ne parle pas de 3%, mais de 97 ou 93. Pourquoi l'eau est très chlorée? Parce que le chlore, c'est un antiparasite, un antipolluant, un anti tout ce que tu veux. Sauf que le taux de chlore a été vraiment augmenté suite au 11 septembre. Le lien, il est où? En fait, tout simplement, le monde a eu peur des attaques dites bactériologiques, et notamment l'empoisonnement de l'eau qui pourrait directement tuer un pays complet. Donc tout le monde s'est dit, ok, on va bourrer l'eau de chlore. Comme ça, au moins, on supprime tous les parasites. Sauf que, in fine, le chlore, il finit où? Dans notre corps. Ça, c'est une des choses. Deuxième chose, les résidus de médicaments. En fait, la majorité des stations d'épuration ne peuvent pas traiter les résidus médicamenteux. Et là, ça fait le lien avec la testostérone. Pourquoi? Parce que un des médicaments en question, c'est la pilule. Comment fonctionne la pilule? Elle sature le corps de la femme en oestrogène. Donc la testostérone, grosso modo, féminine. Hmm. Sauf que les stations d'épuration ne traitent pas les oestrogènes. Donc dès qu'on boit de l'eau, on consomme des oestrogènes. Sauf qu'il y a une dualité œstrogène versus testostérone. Si l'un monte, l'autre baisse. Ok. Donc naturellement, quand on consomme de l'eau du robinet, ça peut paraître infime. Sauf que c'est un comportement qu'on fait 30 fois par jour. Sur une vie, c'est énorme. Et le fait est, là on a traité un peu de complotiste et tout, l'eau du robinet, machin, machin. Ouais, sauf que la rivière du Potomac, vous irez voir à l'occasion sur Google,
C'est une rivière qui alimente notamment Washington en eau. Et 80% des poissons dans cette rivière-là ont changé de sexe. Voilà. D'accord. Je sais que c'est pas réjouissant, mais tout simplement, faites attention à l'eau que vous consommez. Et encore, on ne peut pas tout mesurer dans l'eau. Récemment, il y a 6 mois en arrière, plusieurs départements ont été en alerte rouge par rapport à l'eau, parce qu'un pesticide s'est retrouvé dans l'eau. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est arrivé là par magie. Il n'était pas là hier, il est là aujourd'hui. Non, on a su le repérer il y a 6 mois en arrière. C'est-à-dire Mmh. qu'on a la technologie maintenant pour savoir qu'il est là. Donc la question que je pose, c'est combien d'autres éléments potentiellement dangereux sont dans l'eau sans qu'on ait la technologie pour les repérer? Peut-être qu'il n'y en a pas. Peut-être qu'il y en a. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ouais. Du coup, la solution, c'est laquelle? Parce que laisser sur un côté assez pessimiste, c'est pas cool. La solution, ça pourrait être ok, je prends les bouteilles d'eau potable. Ouais, mais il y a le plastique. Mmh. Du coup, ça va pas non plus. Plastique, ok, pour la pollution, c'est mauvais. Pour le corps humain, on l'a vu précédemment, par rapport aux perturbateurs endocriniens, c'est pas bon non plus. Donc la solution, c'est les filtres à eau. Mais pas n'importe quel filtre, pas les filtres Brita. Ça, c'est de la merde. Pourquoi? Parce que souvent, également, c'est en plastique. J'en avais durant des années, hein. Mmh. C'est pas ouf. Et en plus, la filtration est très rapide. Moi, je veux qu'elle soit lente, ma filtration, idéalement, pour qu'elle Ouais, prenne bien tout. j'avais même vu une étude sur les filtres Brita, parce que je voulais passer là-dessus, justement, sur les carafes filtrantes. Ouais, Et effectivement, ça améliore la qualité de l'eau. On parle pas du plastique, tous les polluants sont potentiellement bien filtrés. Sauf que la majorité des personnes savent tellement pas l'utiliser et ne l'entretiennent tellement pas en plus. que ça génère encore plus de bactéries et encore plus une pollution encore plus intense de l'eau qu'à la base. Intéressant. C'est ce qui m'avait fait justement ne pas passer le cap, tu vois, en me disant bon, si effectivement je fais pas attention de tout le temps bien nettoyer, bien changer le filtre, pas laisser l'eau trop longtemps dedans, Ouais, ça va être encore pire que mieux, quoi. complètement. Personnellement, moi, j'ai un filtre Bergfeld. Donc, tu as deux grandes marques, c'est Berkey et Bergfeld. Et là, ce sont les filtres, logiquement, d'après ce qui est dit, les plus puissants du marché. Ok. Et en fait, juste, ça coûte, effectivement, c'est un budget, c'est potentiellement 200 euros. Mais 200 euros pour sa santé, c'est rien. Pour moi, il y a Mm, deux choses sur lesquelles il faut pas renier, c'est bien la santé et le développement personnel, donc l'apprentissage. mm, Pour moi, c'est les deux budgets qu'il faut jamais revoir à la baisse. Donc, ça coûte environ 200 euros, je crois. Les filtres se changent tous les 6 à 9 mois, ça dépend. Et c'est censé filtrer l'eau efficacement. Et je dis censé, ça marche. Moi, quand je prends, en fait, c'est un filtre en deux temps. C'est la cuve où tu mets l'eau du robinet, les filtres, et après l'eau que tu récupères. mm. La cuve où je mets l'eau du robinet, elle est déjà blanche de tartre. Donc, littéralement, c'est-à-dire que déjà, en fait, il y a je touche quand je racle avec mon doigt est blanc. Mm. Tout ce qu'il y a là, c'est pas dans mon corps. C'est une particule inerte que le corps ne peut pas traiter. Mon corps n'a plus à le traiter maintenant. Et ça change tout. On se rend pas compte, mais à nouveau, c'est des petites choses, mais mis bout à bout, ça fait la différence. Et en plus, c'est un réflexe qui prend 2 secondes. Tu remplis ta cuve, tu la mets, ça filtre, tu prends ton eau. On ne demande pas de courir 100 bornes par jour, de revoir tout votre mode de vie. C'est un petit détail, c'est un réflexe à prendre. Mm. Et en plus, autre élément assez bête, si demain il y a une crise au niveau de l'eau, vous pouvez survivre. C'est bête, mais sans eau, on ne tient pas 3 jours. Là, tu as un puits à côté de chez toi, tu as un lac, tu as une flaque d'eau, tu mets ça dans ton filtre, ça devient pur et bon, et consommable. La preuve, ils s'en servent en mission humanitaire. Donc il y a une raison. Ok. Mm. Et l'autre élément aussi, c'est que vous allez redécouvrir le goût de l'eau. Maintenant, je ne peux plus boire d'eau du robinet. Tu sens le goût chloré dont j'ai parlé. Ah, Tu mais tu sens, m'étonnes. tu sens ce qui va pas. Tu sens qu'il y a un problème. Et ça, tu le sens pas parce que tu y es habitué Mm. aujourd'hui. Mais quand on se déshabitue, quand on revient en arrière, je me rappelle quand j'étais à un meeting politique, le mec m'a servi un verre d'eau du robinet. J'ai fait hop, j'ai reposé, je l'ai plus touché. J'ai fait vomir. On a l'impression que je suis en train d'exagérer les choses, mais pas du tout. Quand tu passes pendant un an avec de l'eau filtrée qui est pure, qui a un vrai goût, et tu repasses une eau du robinet qui est dégueulasse, après, ça dépend encore une fois des villes aussi, évidemment. Mais Ça m'étonne pas du tout parce que tu vois, ce que tu es en train de dire, ce réflexe, moi je l'ai ressenti un peu toute ma vie, car venant de Grenoble, Grenoble, et alors je pense que ça a changé, hein, mais quand j'étais petit, était reconnu pour avoir une des meilleures eaux potables mmh, de France parce que tu es directement en fait sur des stations, des écrins. d'accord. L'eau est très peu traitée et dès que tu montes en altitude, souvent c'est de l'eau de source, Oui. donc l'eau est très bonne. Et dès que je partais dans une autre ville, toutes les eaux avaient du goût. Et Mmh. je me disais, mais c'est horrible. Quand j'ai déménagé à Lille, impossible de boire l'eau du robinet, elle était immonde. Là, dans la Drôme, elle a un goût, c'est dégueulasse.
Effectivement, ça dépend d'où tu es. Par exemple, quand je partais en Bretagne, on disait ne buvez pas l'eau du robinet parce que l'élevage porcin a contaminé les nappes phréatiques. Et ça, c'est même filtré une fois passé en station d'épuration, l'eau n'est pas bonne. Mmh. Ouais, c'est un vrai Potable sujet, hein. n'est pas égal à bon. Et c'est là que je vais partir un peu en mode complotiste, potentiellement. Des scientifiques et des non-scientifiques commencent à émettre l'hypothèse comme quoi tout ce qui est phénomène de transidentité et tout peut avoir un lien avec l'eau du robinet. Je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est faux. Mhm. Ok. Mais cette exposition constante aux oestrogènes, donc à nouveau les hormones féminines par excellence, pourrait être à l'origine de ce problème-là. De cette notion de je sais pas si je suis un homme, une femme, etc. Pourrait encore une fois. Et quand on met ça en corrélation que le fleuve du Potomac où 80% Mhm. des poissons ont changé de sexe, pour moi c'est pas impossible. Ouais, c'est un simple lien de cause à effet, donc c'est pas une preuve, mais intellectuellement, l'argument mérite d'être réfléchi. Hein. Complètement. Mhm. Ok, Donc intéressant. long podcast. Qu'est-ce qu'on fait pour la testo? En plus, il y a un autre sujet qui est super intéressant, c'est le fait que lorsqu'on a un enfant, naturellement, plus le père sera au contact de l'enfant, plus son niveau de testostérone va baisser. D'accord. Pourquoi? Parce que évolutivement, il faut que le père défende la famille. Et la testo, c'est aussi l'hormone de la conquête, du dépassement, Hmm. de la compétition. Par contre, effectivement, à terme, ce niveau revient à la normale. Voilà, c'est juste une aparté que je voulais faire qui est intéressant au niveau évolutif, je trouve. Mais juste, voilà, pour moi, les 4 bases par rapport à la testo, c'est celles qu'on a évoquées, donc 4 plus 1. Première, le soleil, pour la synchronisation du noyau suprachiasmatique et donc de la production endocrinienne. La deuxième, les perturbateurs endocriniens. La troisième, tout ce qui était le gras, c'est la vie. Quatrième, la respiration. Et cinquième, du coup, l'eau du robinet que je mettrais effectivement dans ce lot-là aussi parce qu'elle est très importante selon moi. Ok. Et Jérémy, ça m'amène une dernière question pour vraiment donner une perspective à ceux qui nous écoutent. Euh, Pourquoi est-ce qu'on devrait vraiment faire attention à notre niveau de testostérone? Ça nous apporterait quoi? En faisant attention à ces 5 points Mmh, que tu viens de citer, ce serait quoi le bénéfice pour nous? tout, vraiment tout. Désolé, je mange du chocolat en même temps, j'ai très faim. Vas-y, vas-y. Chocolat noir, évidemment. Vraiment tout, c'est bon, effectivement. Déjà, on est entrepreneur, logiquement. Si on s'écoute entre nous, etc., c'est le podcast des papapreneurs. Il y a entrepreneur dans le nom. La testostérone favorise un esprit de compétition. Je suis désolé, mais entre te lever le matin, ne pas avoir, on va dire, la rage d'aller atteindre tes objectifs ou l'avoir littéralement, ça fait la différence. Hmm. Également parce que la testostérone favorise tout ce qui est également prise musculaire. Et je dis pas ça pour l'esthétisme, je dis ça pour la vie tout simplement. Toutes les personnes sont victimes de sarcopénie, je crois de mémoire, je crois que c'est ça le nom. Sarcopénie, ouais. Sarcopénie. Donc la fonte musculaire passé un certain âge. Ouais, et bah du coup, tu perdras beaucoup plus de muscles si t'en as pas beaucoup déjà de base. Donc à terme, tu vieilliras en moins bonne santé. Tu seras moins autonome. Tu seras moins capable de porter tes petits-enfants, de jouer avec eux, de jardiner et de faire à nouveau les choses seul. Ça Hmm. joue énormément. La confiance en soi aussi, super intéressant. Et surtout la testostérone, c'est presque paradoxal, mais favorise aussi le calme. Parce que quand tu as confiance en toi, t'as pas besoin de faire des démonstrations de force à tout le monde. T'as pas besoin de t'énerver. T'es serein, tu sais ce que tu vaux. C'est la Hmm. différence entre le petit chien, je connais pas les noms des races des chiens, mais toi, le gros bulldog, Chihuahua. etc., puis le petit chihuahua, c'est ça, ouais, et le petit chihuahua. Le plus énervé, c'est lequel? C'est le chihuahua. Il a pas de testo, ça se voit, il ressemble à rien. C'est tout mignon, c'est tout cute. Si la grand-mère était pas là, il se ferait démonter par n'importe quel chien. Alors que le gros bulldog, lui, de base, il a sa testo. Lui, il est pas énervé, tu le croises dans la rue, il te regarde, c'est tout. Il a rien à dire. Il est confiant en lui. C'est pareil pour l'humain. Si t'as pas de testo, t'auras un manque de confiance en toi. Un manque de sérénité qui peut se traduire notamment par ce côté vraiment impulsif, parce que je dois prouver des choses. Et ça, à Hmm. nouveau, si on raisonne au niveau physiologique, ça vient créer quoi? Un stress, donc à nouveau du cortisol, donc à nouveau une cannibalisation des réserves de cholestérol, donc à nouveau moins de testostérone. En fait, t'as un cercle vicieux. Et à nouveau, Ok. tout simplement, de façon plus bête, on est putain de fait pour avoir de la testostérone. Voilà, la réponse c'est ça, on est fait pour en avoir. Oui, bien sûr. Le corps est fait pour fonctionner avec jusqu'à un certain âge. Après, ça décline, c'est normal. Parce que plus, là c'est plus philosophique, mais plus tu avances dans l'âge, plus tu passes de je fais à je conseille, à je raisonne, à je m'introspecte. Je sais pas Hmm. si ça se dit introspecte, hein, l'introspection du coup. On Donc aura compris. effectivement, plus l'âge avance, plus la testo diminue parce qu'on n'est plus là pour conquérir le monde, mais pour être la personne sage et sachante qui vient aider celles et ceux qui veulent conquérir le monde.
Mmh. Donc voilà. Et aussi, voilà, par rapport aussi à l'érection, la libido, tout. C'est vraiment lié, quoi. Ouais, notre corps est fait pour ça. Notre Mmh. corps est fait pour avoir un bon niveau de testostérone et j'ai plus l'étude en tête, hein. Peut-être que tu le sais, mais c'est surtout sur les 50 dernières années où Mmh. on a constaté un énorme déclin de la testostérone. J'ai tout Je vu sais sur plus ça, mais je sais plus si c'est je dirais entre 25 et 50. Il y a plusieurs sons de j'avais cin cloche. j'avais 2 fois 50 en tête. Tu vois, les 50 dernières années, 50 de baisse. Je crois qu'on retient Après, bien ça parce que ça rime bien à 50-50, mais je crois que c'est entre 50 et 25 selon les études, encore une ouais, fois. dans tous les cas, c'est, donc d'un quart à la moitié Mmh. de notre niveau de testostérone. Ce qui est Autre quand élément même, intéressant, mmh, j'ai la bouche pleine, je suis désolé, c'est tout ce qui est en lien avec les sports aussi. Le sport, c'est bon pour la santé, on le sait très bien. Mais pour la testostérone, les meilleurs sports, c'est les sports intenses et brefs. Intense, c'est 45 minutes à 1 heure. mmh, La course à pied, longue distance, c'est pas bon pour la testo. mmh, Pourquoi? Parce que ça place à nouveau le corps dans un état de stress. Plus l'effort est long, plus le niveau de stress physiologique va augmenter. Donc on retourne dans le schéma de cortisol, cholestérol, et donc moins de ressources pour la testostérone. Et mmh, ça c'est drôle parce que souvent, qu'est-ce qu'on remarque? Est-ce qu'on remarque davantage de problèmes d'agression sexuelle, de multiples compagnes, de viols dans le cyclisme ou dans la boxe? Toi, c'est plus souvent la boxe parce que les mecs, c'est des boules de testo, quoi. C'est mmh, court, c'est intense, c'est impactant, le souffle est pris, quoi. mmh, Le cyclisme, c'est de l'endurance. Donc tu t'épuises littéralement. Tu vides tes réserves d'énergie, tes réserves de gras, donc également moins de testo. Donc pour maximiser votre production de testostérone, rien ne vaut le crossfit, la musculation ou les sports de combat. mmh. Ou le sprint. Le sprint. Ouais, tu vas faire du fractionné, des sprints, Complètement. c'est Un hit, c'est un trop. bon hit, c'est génial. Mais c'est vrai que tu as un taux de dépression alors c'est très connu, sans parler de dépression médicale, hein, Mmh, mais de schéma, dépressif après un marathon, c'est très connu, mmh. où, les semaines suivantes, souvent, tu as une grosse baisse de morale dans l'ultra trail, dans le cyclisme à longue distance pour les personnes qui sont pas habituées. Les premières fois, souvent, tu as une grosse baisse hormonale qui te flingue et tu fais une dépression. Chez certaines personnes, c'est plus marqué que d'autres. C'est aussi Ce en qui lien avec la effectivement dopamine parce que l'objectif est atteint et du coup, on n'a pas de futur objectif à se fixer. ouais, c'est ça, Donc en c'est fait, ça. c'est la notion de sens dont parle très souvent Sébastien Boller, en fait. Mmh. Puis En fait, il y a donc plus de quand sens pour le cerveau, donc qui dit plus de sens dit plus d'étapes à franchir et donc plus de motivation à aller de l'avant. mmh, Mais du coup aussi, il y a la testo qui rentre forcément compte. ouais. C'était super intéressant. Merci. C'était Ça part un super peu dans tous les sens. intéressant, J'essaie de raccrocher les wagons au fur et à mesure, mais c'est un sujet qui est tellement large, malheureusement, qui n'est pas segmentable comme on l'a dit au départ. Donc forcément, il faut que le discours soit large aussi. Donc ouais, quand mais le discours est large, la digression fait place. ça montre que tout est lié. Tout le temps, tout le temps. Effectivement, on parle beaucoup de chaos avec Jérémy, parce qu'on évolue dans un environnement chaotique, Mmh. un environnement complexe, un environnement qui n'est pas, «Je prends une vitamine et ma vie ira mieux». C On n'a pas besoin de vitamines. Pas dans le sens ne prenez pas de médicaments ni de vitamines, hein, mais dans le sens, philosophique. On n'a pas besoin de vitamines, on a besoin de solutions. De Mmh. solutions qui sont des changements comportementaux, heu, du plus basique au plus, parfois réfléchi, et c'est là où souvent vient la notion de discipline. Moi qui ressens beaucoup chez mes clients, beaucoup me disent: «Mais j'ai pas assez de discipline». Mais les gens pensent qu'en fait, une fois que tu fais un changement, tu vas devoir faire preuve de discipline pendant très longtemps. Mais non, cette discipline, elle dure quelques semaines. Après, ton habitude, le cerveau est bien fait pour ça, le cerveau s'adapte, il crée des schémas comportementaux, Mmh. des habitudes, des routines qui font que très vite, la bascule entre l'énergie que tu vas de qui va être nécessitée par la discipline et hem et l'habitude va très vite basculer. Très vite, tu auras besoin d'autant de discipline que d'habitude et très vite, l'habitude prendra le pas sur la discipline et avec le temps, tu as automatisé, tu le fais plus. Moi, tu vois, ça fait 3 ans, j'ai plus besoin de penser à respirer par le nez. Mmh mh. Par contre, pendant un mois, j'avais un bracelet, j'avais des rappels sur mon téléphone et je m'observais la minute où je me levais, à la minute où je m'endormais, même la nuit quand je me réveillais. À chaque fois, c'était mon obsession, c'était: «Est-ce que je respire par le nez?» et à chaque fois revenir au nez. Mmh. Ça a été un mois d'efforts hyper intenses. Alors c'est pas horrible, j'ai pas des courbatures, nasales, hein, mais un mois et après, ça glisse. Complètement. L'idée, c'est de réimpulser des nouveaux chemins neuronaux. Complètement. Exactement. Merci Jérémy pour, toutes ces infos. Belle reprise. C'était trop cool, c'était une belle reprise, bien, bien 1h10. coup de poing Hop, là, c'est une parti. heure 10.
Hop là. avec un schéma bien technique, mais bien important. Mais on ferait une formation, je pense, sur la testostérone, c'est un vrai sujet. Là, on a fait qu'effleurer le sujet. Ouais. Il y a plusieurs éléments, vraiment faire un guide complet parce que c'est un sujet vraiment crucial pour les papapreneurs et même pour les hommes de façon générale, Ouais, mais tout simplement. pour les papas, c'est principalement marqué parce qu'on sait très bien la testostérone se casse la gueule quand tu as un manque de sommeil et Bien on en sûr, mais revient il y a tellement de facteurs. et on en revient au fait que, quand tu es papa, le sommeil, il en prend un sacré coup derrière la tête, quoi. Totalement. Merci et puis on se retrouve du coup, la semaine prochaine On se pour un retrouve la nouvel semaine épisode prochaine de pour un nouvel Papapreneur. épisode, un nouveau sujet, tout aussi passionnant. On vous remercie de votre écoute. Allez, à plus. À très bientôt. Ciao. Salut!